Un accident grave à Kari entre un car de transport en commun et une remorque qui a fait 19 morts, de nombreux blessés. À Tinkourgo, la douane fait la chasse aux engins non dédouanés. Plus de 200 motos en situation irrégulière ont été prises dans la NAS. L'opération s'est menée à Koupela et à Tinkourgo en bonne intelligence avec les forces de police et de gendarmerie. 26 Américains initiés à l'esprit et à la culture qui portent la confrérie des Dozo. Leur initiation s'est faite à Nassau avec la bénédiction de la confrérie des Dozo de l'Ouest. L'idée, c'est de faire découvrir un pan de la culture africaine au monde extérieur. Madame, Monsieur, bienvenue à ce 20h sur la télévision du Burkina. Un car de transport en commun qui percute une remorque de 10 tonnes. L'accident s'est produit hier aux environs de 23h à Kari sur l'axe Bobo-Dioulasso-Dédougou. Cette violente collision a fait 19 morts, 11 blessés graves et 16 blessés légers, ainsi que d'importants dégâts matériels. Karim Sissé témoigne. L'état de ces deux véhicules nous donne déjà une idée de l'allure à laquelle ils roulaient. La route a encore fait des victimes ici à Kari, localité située à quelques encablures de Dédougou. Le bilan est lourd, une vingtaine de morts, de nombreux blessés, dont 11 graves. Tout le temps, il y a la publicité pour demander aux conducteurs d'être très prudents. Et lorsqu'on regarde cet accident, sans être spécialiste, on se rend compte que la vitesse était excessive. Alors, on se retrouve avec 19 décès, 11 blessés graves qui sont encore au niveau du CSPS et 16 blessés légers. Je crois que c'est des catastrophes qu'on peut éviter si on prend conscience que la vie humaine mérite d'être respectée. Selon les informations collectées sur place, le drame s'est produit aux environs de 23h. Et c'est en voulant éviter un âne que la collision a eu lieu. On avait quitté la Koussi pour Bobo. Arrivé dans ce village, il y avait un âne sur la route. Le évité et nous a pris en pleine face. Il y a eu beaucoup de morts et blessés. Les sapeurs-pompiers venus de Bobo ont dû batailler plusieurs heures durant afin de pouvoir sortir les victimes des décombres. Vous avez vu les véhicules incarcérés. Il a fallu travailler et à l'aide des grues au petit matin que les véhicules ont été vraiment désolidarisés pour permettre d'évacuer 3 autres décédés dans l'intérieur du véhicule qui ont pu être dégagés. Les autres ont été dégagés la nuit avec le travail du matériel sapeur-pompier. De mémoire d'homme, c'est la deuxième fois qu'un tel drame se produit à Kari. Il serait nécessaire que des dispositions soient prises afin de limiter les excès de vitesse. Franchement, sur cette voie, les gens roulent à tombeau ouvert, que ce soit les motocyclistes ou les chauffeurs de véhicules. Deux fois, il y a des véhicules qui traversent le village à 120 ou 140 km/h. Il faut que les autorités érigent des ralentisseurs sur la route afin de réduire les vitesses. Au moment où nous quittions les lieux, les parents des victimes étaient déjà arrivés. Et la population, sous l'égide du gouverneur, s'est mobilisée pour l'inhumation des morts. Il y a eu les fêtes, les ambiances folles et leurs excès qui ont transformé quelquefois la fête en défaite. Les services d'urgence de l'hôpital Yalgado ont été constamment sollicités. Plus de 400 patients ont été internés et 6 décès enregistrés. L'excès de vitesse et le non-respect de règles de conduite de la route expliquent ce triste bilan. Maxime Zongo, reportage. On ne cessera jamais de le rappeler, la circulation tue, endeuille de nombreuses familles et crée de terribles désagréments, surtout en ces périodes de fête où l'incivisme, l'excès de vitesse sont malheureusement des comportements les plus observés sur nos routes. Cette année encore, l'affluence des victimes au niveau de l'hôpital Yalgado traduit la persistance du fléau. Les jours, les veilles des fêtes, vous voyez le 24, on a enregistré 52 entrants, c'est pratiquement le double de la moyenne journalière. Le 25, on a enregistré pratiquement le même chiffre, 56.
Et le 31 a battu le record, 68 entrants. Et quand on se réfère à 2012, le 24, on a eu 31 entrants, alors que cette année, on a eu 52. Vous voyez que ça va en accroissement. Au total, ce sont 391 patients qui ont été admis au service d'urgence à Yarado avec malheureusement 6 décès contre 329 patients pour 8 décès en 2012. Une fois de plus, ce sont les jeunes qui sont les plus touchés. Se faufiler entre deux files de voitures en vitesse et tourner devant une voiture qui est en vitesse, nécessairement, quand le chauffeur est distrait, c'est l'accident mortel. Donc, l'appel que j'ai à lancer, surtout envers les jeunes, de respecter le code de la route. Faire aussitôt appel aux sapeurs-pompiers en cas d'accident, c'est le réflexe recommandé par les spécialistes en santé. Une prise en charge très rapide peut minimiser les conséquences. Quand un accident survient, il vaut mieux que les gens s'attroupent, il faut faire appel aux sapeurs-pompiers qui nous amènent rapidement les patients. Alors l'appel aussi, c'est par rapport au port du casque, puisque tous les cas que vous avez des décès sont les traumatisés crâniens. Il est donc recommandé et même exigé à tous le port des casques et surtout des casques homologués. Quant à ceux qui circulent en véhicule, la ceinture de sécurité est également indispensable car les conséquences sont plus dramatiques en cas d'accident pour tous ceux qui ne sont pas protégés. Ce 3 janvier rappelle une date historique dans l'histoire du Burkina, le soulèvement populaire de 1966 qui a renversé le président Maurice Yamego, premier président de ce pays. Les syndicats manifestaient contre le rabattement des salaires des travailleurs. C'est dans l'unité d'action syndicale que les travailleurs du Burkina ont commémoré cette journée. Une conférence publique a été organisée sur les réformes politiques de 1960 à nos jours et les positions du mouvement syndical, état des lieux et perspectives. Cette commémoration du 3 janvier se veut comme une interpellation des autorités sur les préoccupations réelles de l'ensemble des travailleurs et l'ensemble des populations du Burkina. Le 3 janvier 1966, ce qui s'est passé, c'est un certain nombre de mesures drastiques que le pouvoir de la Première République avait prises en vue non seulement de diminuer les allocations familiales, diminuer les salaires, faire des blocages de salaires. Ce régime a été interpellé à maintes reprises par le mouvement syndical en son temps. Il s'est entêté. Il y a eu une coalition bien réfléchi et bien mené entre le mouvement syndical et les partis politiques d'opposition en son temps, avec le soutien des étudiants et des élèves qui ont mené cette lutte jusqu'au renversement du pouvoir de la Première République le 3 janvier 1966. Les leçons que nous pouvons tirer, c'est d'abord la qualité de la solidarité au niveau des organisations syndicales, mais en même temps qu'ils savent à un moment donné faire un joint entre les autres organisations politiques et puis interpeller les dirigeants en place et leur dire que le peuple traverse des conditions qui ne leur permettent pas de vivre dignement. La question de la vie chère est toujours de jour et nous avons également constaté que le pouvoir d'achat des travailleurs et surtout de l'ensemble de la population s'est beaucoup érodé. Et de ce point de vue, nous avons interpellé le gouvernement de revoir le pouvoir d'achat des travailleurs en augmentant le salaire de façon conséquente, conformément au coût réel de la vie. Nous avons aussi demandé à ce que la grille indemnitaire soit relue. Vous savez très bien que les indemnités aujourd'hui sont en déphasage avec la réalité sur le terrain. Et nous avons concentré l'ensemble de ces revendications dans la plateforme unitaire qui a été déposée au niveau des autorités et nous les interpellons à ce que ces préoccupations-là trouvent solution. L'administration douanière du Centre-Est lance un vaste coup de filet contre les motos non dédouanées. L'opération s'est menée à Koupela et à Tinkodougou avec la collaboration de la police et de la gendarmerie. Plus de 200 motos ont été saisies. Cette action coup de poing entre dans le cadre de la lutte contre l'incivisme fiscal et le grand banditisme. Nous reviendrons avec les images de cette opération, reportage qui sera présenté par Daniel Kambou au cours de nos prochaines éditions. Koumi accueille un nouveau collège d'enseignement général, un établissement construit
à 45 millions de francs CFA avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers. L'inauguration du CG a mobilisé de nombreux ressortissants de cette localité située à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Le reportage de Bobo. Ces pas de danse traduisent la joie de tout un village et ses environs. Motif principal, l'acquisition d'un collège d'enseignement général CEG. Lorsqu'en août 2012, l'on posait la première pierre de l'établissement, l'ambition était de le rendre fonctionnel à la rentrée scolaire 2012-2013. Aujourd'hui, les premiers élèves du CEG sont en classe de 5e. Un rêve devenu réalité pour les fils et filles de Koumi. Tout est parti en fait d'une volonté des fils et filles de Koumi. Parce que après nos résultats de 2008 à l'inauguration, ou du moins au 60e anniversaire de l'école de Koumi, où nous avions enregistré 0% au CEP, il y a eu un sursaut et on s'est dit que dans le désordre on ne peut rien réaliser. Donc c'est ainsi que des volontés sont nées pour porter le projet de construction du CEG. Et les résultats sont là au bout de 5 ans. Nous sommes à 100% de succès au CEP. La construction de ce CEG traduit également un des fondamentaux de la décentralisation, car elle est le fruit d'un partenariat multipartite entre l'État burkinabé, le Conseil régional des Hauts-Bassins, la commune de Bobo-Dioulasso, le jumelage des paroisses Nasso, Koumi, Moscati en Italie et les fils et filles de Koumi. Ensemble, ils ont mobilisé plus de 45 millions de francs CFA pour rapprocher le savoir des enfants de la localité. La commune de Bobo-Dioulasso, principalement le département de Bobo-Dioulasso, a été beaucoup sanctionné par un tel qui disait qu'il fallait un département, un CEG, en oubliant que Bobo-Dioulasso était un département, disons, exceptionnel. Vous voyez, par le village de Bobo-Dioulasso, nous pensons que nous avons du retard qu'il faut rattraper. Et c'est pour ça que je suis très très content en tout cas de voir ces réalisations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, dans le taux de passage entre le CM2 et la 6e est très faible. Donc cette infrastructure-là vient nous permettre ici de donner encore beaucoup plus de chances à des enfants qui avaient des difficultés pour rejoindre Bobo-Dioulasso pour leur fréquentation. Une bataille de gagner pour Koumi qui nourrit désormais l'espoir de voir le CEG érigé en lycée. En attendant, cette cérémonie qualifiée d'historique a été ponctuée par une remise de fournitures scolaires par le ministère de tutelle. À Bobo-Dioulasso, l'organisation ouest-africaine de la santé sort sa 9e promotion de stage de jeunes professionnels. Ils viennent de 15 pays et ils ont passé un an à l'OAS pour renforcer leurs capacités en matière de santé, en matière de leadership et de management des TIC. Reportage signé de Moumouni Barou. Cette remise d'attestation marque la fin du stage de la 9e promotion des jeunes professionnels de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Ce programme de stage a pour but d'apporter à ces 15 jeunes de la CEDEAO l'expérience et les capacités pratiques pour une gestion durable des problèmes de santé. L'objectif qu'on envisage avec ce programme, c'est pour donner les opportunités de formation et de choix pour répondre aux différents enjeux de jeunes professionnels. De même façon, et autre programme pour les professionnels non jeunes. Et ça veut dire que cette catégorie professionnelle, c'est une catégorie avec plus besoin en termes des enjeux après leur formation de base dans le domaine de la santé. Après les 12 mois de formation, ces jeunes se disent désormais aptes à relever les défis et contribuer ainsi à l'amélioration du système sanitaire de la sous-région ouest-africaine. Ce programme de stage était vraiment une opportunité pour nous d'apprendre beaucoup de choses dans la gestion des programmes de santé avec une expérience pratique. Et aussi, c'était une opportunité d'apprendre l'anglais, qui est vraiment une langue importante pour nous. En outre, ça nous donne aussi la capacité d'améliorer aussi dans la santé publique, leadership et gestion, et aussi technologie de l'information et la communication.
Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, dans son allocution, a félicité les stagiaires pour leur courage et il les a surtout invités à être des modèles. Un exemple que pourra s'inspirer certainement la 10e promotion qui est déjà attendue courant janvier 2014 pour la même formation. Les collectivités éprouvent quelques difficultés à exercer efficacement leurs compétences et à gérer les ressources qui leur sont transférées, et ce malgré l'existence d'un cadre juridique et institutionnel approprié. Un guide a été produit sur l'exercice des compétences pour accompagner les collectivités locales. Des ateliers régionaux sont organisés pour permettre une explication de textes et des éclairages précis à l'intention des exécutifs locaux. Jonas Wemba et Isaïe Parkouda ont signé ce reportage. Échanger et s'approprier le contenu du guide sur l'exercice des compétences et la gestion des ressources transférées aux communes. C'est l'objectif du présent atelier qui a réuni les premiers responsables des communes de la région du Centre-Sud à Manga. Le contenu de ce guide, en fait, c'est de faire en sorte que les maires, les élus locaux s'approprient en fait leur rôle, les compétences qui leur ont été transférées et comment elles les exercent et jusqu'à quel niveau. Maintenant, il y a aussi la question des ressources financières qui accompagnent ces compétences transférées. Comment ces ressources financières doivent être gérées pour éviter la dégradation de la qualité du service public. Le transfert des compétences et des ressources aux communes qui découle du Code général des collectivités territoriales concerne 3 domaines prioritaires que sont le préscolaire, l'approvisionnement en eau potable et la santé. Il y a beaucoup d'efforts encore que l'État doit faire pour permettre aux communes de pouvoir disposer de ressources pour pouvoir impulser le développement local. Dans le domaine de la santé, il y a des insuffisances parce que d'abord, les ressources financières qui sont transférées ne sont pas importantes, ce qui fait que nous rencontrons des difficultés de mise en œuvre de notre politique en matière de développement sanitaire. Cet atelier marque le début d'une tournée au niveau des régions pour permettre une meilleure dissémination des guides au profit des élus locaux. La Chambre nationale d'agriculture se réjouit de son bilan de 2013. L'ensemble des activités inscrites au programme étaient réalisées au lendemain de sa 2e session consulaire. C'est une nouvelle dynamique que la Sénat engage pour mieux assumer sa mission de relais des politiques publiques auprès du monde rural. Le reportage est signé de Jacques Lamissa Tarpaga. La Chambre nationale de l'agriculture corrige ici ses insuffisances pour mieux envisager l'avenir. Cette Assemblée générale consulaire dresse ainsi le bilan de 2013 et le défi pour 2014 est de mieux jouer son rôle d'interface entre les producteurs et le ministère de l'Agriculture. 2014 verra vraiment la restructuration en profondeur de l'institution consulaire, notamment en jouant pleinement son rôle de relais des politiques, les politiques nationales en direction du monde rural. La Chambre d'agriculture va jouer vraiment son rôle de relais au niveau des régions, au niveau des provinces et au niveau des communes pour faire passer les politiques que le gouvernement va édicter pour le compte du monde rural. Les entraves au bon déroulement des chambres d'agriculture sont également nombreuses. Leur dynamisation permettra de mieux faire comprendre les politiques du gouvernement par les producteurs pour un meilleur développement de l'agriculture au Burkina Faso. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme veut mettre de l'ordre en appliquant la législation en matière de construction. Mais à l'expérience, l'obtention des actes de construire n'est pas chose aisée. Il existe de nombreuses contraintes qui doivent être levées. Les acteurs du secteur se sont retrouvés à Ouagadougou pour trouver des solutions et assurer la célérité du processus. Reportage Isaïe Parkouda. Au cours de cet atelier, les échanges seront focalisés sur les contraintes liées à l'obtention des actes de construire. Il est question pour les acteurs présents de définir une stratégie pour promouvoir la construction dans le respect des normes et lois en la matière. Nous avons commandité une étude pour essayer de voir quelles sont les entraves. Et cette étude, la version provisoire est là. Et donc nous allons regarder avec les différents acteurs pour savoir les entraves c'est quoi, le constat d'abord, et puis ensemble, quelle est la proposition de solution pour que
il est nécessaire que ces actes-là les gens soient détenteurs de ces actes-là, donc pour leur permettre aux promoteurs de les avoir afin de pouvoir bâtir les bâtiments dans toute sécurité. Au regard des statistiques, de nombreux chantiers de construction ne respectent pas la réglementation en vigueur, alors que le besoin de logement est sans cesse croissant. Nous constatons encore qu'il y a des lourdeurs et les promoteurs, disons les gens qui veulent construire, rencontrent encore pas mal de difficultés, surtout pour la constitution de leur dossier. Ce n'est pas au niveau même du centre de facilitation des actes de construire, mais c'est surtout au niveau des structures privées et publiques chargées de leur délivrer leurs différents documents pour constituer leur dossier de demande d'acte de construire. Les participants sont appelés à faire une analyse exhaustive de l'état de lieu des pièces exigées et faire des propositions afin de lever toute entrave inhérente à l'obtention des actes de construire. Le monde de la finance encouragé dans ses efforts d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. C'était au cours des 3e éditions des trophées des banques et établissements financiers. Les meilleurs dans ce domaine ont été distingués. Jonas Wemba et Cécile Vesreda. La 3e édition des trophées des banques et établissements financiers consacre Coris Banque International meilleur soutien aux petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Ses actions et son plaidoyer en faveur des initiatives économiques privées lui ont valu ce titre. Au total, 15 lauréats ont reçu des distinctions dans cette catégorie de prix. Nous sommes vraiment très contents et nous allons continuer à aider les petites et moyennes entreprises qui sont pourvoyeurs d'emplois. Nous voulons déjà le réaffirmer, les trophées, ce n'est pas une compétition entre les banques. Non, les trophées, c'est juste pour les PME d'apporter leur appui aux efforts qui sont fournis par les institutions de financement. Et ensuite, les inviter à un meilleur partenariat avec les PME pour que nous puissions développer notre économie. Pour les parrains de la présente édition, le président du Conseil national du patronat, un des pionniers dans le secteur privé burkinabé, les efforts doivent être poursuivis pour susciter et encourager la mise en place des systèmes de financement adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises. C'est avec d'abord satisfaction que j'ai participé à cette cérémonie qui vraiment est une grande réussite. Réussite d'abord pour les acteurs PME, réussite ensuite pour les établissements bancaires et financiers. Donc pour moi c'est une réussite et qu'il faut encourager les organisateurs pour perpétuer ce genre de manifestations. En marge de cette cérémonie, l'édition de 2013 des trophées des banques et établissements financiers, organisée autour du thème partenariat public-privé et financement des petites et moyennes entreprises, enjeux et perspectives, a été une occasion d'échange et de partage d'expériences entre acteurs. N'oublions pas les sinistrés de la dernière saison des pluies. L'OCADES FADA, pour sa part, est allé à la rencontre des victimes d'inondations de Matiakwali. Ils sont plus de 300 ménages à avoir tout perdu à la suite des pluies diluviennes d'août 2013. Ils avaient le sourire après le passage de l'organisation catholique. Reportage Bouma Ernest Nébié. Ce don estimé à plus de 33 millions de francs CFA va soulager ces sinistrés qui ont tout perdu au cours d'une pluie diluvienne dans le mois d'août. Cette aide de l'OCADES FADA a été distribuée à 308 ménages de 8 villages du département de Matiakwali. Ce don est composé essentiellement de céréales. Ce sont des vivres essentiellement composés de 616 sacs de maïs, de 457 sacs de riz et de 960 litres d'huile. Donc c'est une dotation d'environ 33 24 600 francs qui devrait accompagner les populations au niveau de Matiakwali par rapport à la situation qu'ils ont connue au mois d'août, les 15, 16 et 17 août. Vous avez su qu'il y a eu beaucoup d'inondations et la population a perdu beaucoup au point de vue agriculture, au point de vue élevage et même des maisons. Cette opération alimentaire pourra alléger la souffrance des populations sinistrées pendant quelques temps. Ce que l'OCADES a fait, ça doit nous encourager et puis nous aider à se nourrir pendant 3 mois et c'est très important. Et mon message est que de les remercier puis leur demander un autre soutien au moment de l'hivernage pour que les gens puissent travailler en saison pluvieuse.
Nous demandons toujours s'il y a la possibilité avec ces partenaires, s'ils peuvent toujours accompagner la population pour en sortir de cette crise. Ce dont a été possible grâce aux efforts conjugués de partenaires chrétiens pour le Sahel et le ministère des Affaires étrangères du Luxembourg. La confrérie d'Ozo de l'Ouest organise une initiation au profit de 26 Américains. C'était le 30 décembre dernier à Nassau. L'esprit de cette démarche est de faire découvrir la culture africaine au monde extérieur. Avant de passer à l'initiation proprement dite, les impétrants ont d'abord reçu des conseils et instruits sur les aspects théoriques de cette école de la vie. Siriki Milogo et Sanoua Christine Koulibaly. Ceci n'est pas de la science-fiction. L'événement se déroule en plein brousse de Nassau, sur le site de la confrérie d'Ozo de Bobo-Dioulasso. Ces Américains, au nombre de 26 dont 14 femmes, sont venus des États-Unis pour s'initier à la pratique d'Ozo, une manière pour eux de s'inspirer de la culture africaine. Ça représente beaucoup pour mon sang, et le sang même de les gens qui est perdu dans le monde, qui est perdu de colonialisme. Le colonialisme tire les gens et perdit lui dans le mer de le monde. Et maintenant le sang retourne pour apprendre à être humain encore. Il y a un proverbe qui dit, lorsque vous tirez une flèche dans le ciel et que cette flèche revienne par terre, au sol, il faut comprendre que la flèche n'a pas atteint la lune. On peut tout oublier, mais il y a une chose qu'on ne peut pas abandonner. On ne peut pas abandonner ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est notre culture. Désormais, ils doivent vivre en respectant les règles de la confrérie, à savoir la protection de l'environnement, la défense de la justice, la solidarité, l'entraide, bref, être des modèles dans la société. Si vous acceptez qu'on fait votre initiation, donc à partir de ce jour, même si vous étiez voleur avant, vous n'allez plus voler. Vous ne devrez pas trahir. Vous ne devrez pas mentir. Vous ne devrez pas tuer. Ce sont des acteurs clés qui interviennent dans le cadre de la police de proximité. Et le fait que cette cérémonie initiatique aussi ait drainé une forte délégation américaine, il était de notre devoir de passer, voir tout se passe vraiment très bien. En tant que pionniers du domaine aux États-Unis, leur exemple devrait faire tache d'huile de la vie des organisateurs. À noter que toute personne sans distinction de religion ni de race peut devenir d'Ozo. Il suffit d'épouser leurs idéaux et accepter les mettre en pratique. Allons à présent à la découverte d'une mare, celle qui a donné son nom à la province du Soum, dont le chef-lieu est Djibo. Ce point d'eau vital pour les animaux et la population de Djibo est cependant confronté à un problème d'ensablement. Jean Zongo et Moumouni Soubega font le constat. De l'eau à perte de vue en plein Sahel, nous sommes à Djibo dans le Soum. C'est un barrage qui est né de l'aménagement de la mare de Djibo et qui constitue aujourd'hui l'une des principales caractéristiques de cette ville. L'histoire de ce barrage est intimement liée à celle de la ville de Djibo, une ville qui porte le nom de celui qui aurait découvert ce point d'eau. C'était un chercheur qui est venu ici, à chaque moment que son chien revenait de la brousse, le chercheur là regardait les pieds du chien là, il voyait que les pieds là étaient mouillés. Donc c'est ainsi fait, il a poursuivi le chien là, il est parti voir qu'effectivement il y avait de l'eau. Donc c'est ici il est venu, à ce marigot là, Djibo là. Donc maintenant, c'est là il est resté, et quand les gens sont venus le trouver ici, on leur demandait comment il s'appelle. Il a dit qu'il s'appelle Djibo. Donc c'est pourquoi le village a pris le nom de Djibo. Et la mare là aussi c'est Djibo. Voilà le mot de Djibo. Située sur l'axe Dori-Djibo, la mare de Djibo aménagée est devenue aujourd'hui une source vitale. En plus des populations de la ville, ce sont des centaines d'animaux qui visitent ce barrage chaque jour. Nous avons où nos animaux gagnent à boire. Nous avons où que les gens peuvent enlever de l'eau pour aller faire leur construction. Il y a les maraîchers qui ont de l'eau à côté de eux.
Donc vraiment, et puis les femmes qui viennent au barrage ici faire les linges, je crois que ce barrage-là a beaucoup d'importance. Le barrage représente vraiment une source d'abreuvement pour des milliers de têtes de bovins dans cette province. À partir du mois de janvier ou février, c'est la seule source d'abreuvement pour les animaux sur un rayon de plus de 30 km. Donc si vous arrivez ici à 16h, vous allez trouver pas moins de 2000 têtes qui s'abreuvent. Et comme vous le voyez, c'est une ressource partagée. Cependant, le barrage connaît un ensablement ces dernières années. Ce phénomène s'explique en partie par la pratique de la maraîchère-culture sur le lit du barrage et par la forte pression liée à la croissance exponentielle de la population et du cheptel. Et si rien n'est fait, le barrage risque de perdre une bonne partie de sa capacité les années à venir. À Bobo-Dioulasso, deux autres événements ont marqué l'événement culturel en cette fin d'année. Le Festival international du conte Yélène et le Salon international du livre de jeunesse et de littérature orale de Bobo-Dioulasso. Les deux événements se sont déroulés simultanément. Ces deux manifestations se veulent comme des espaces de valorisation et de pérennisation de l'oralité. Elles ont connu cette année la participation de tous les pays membres de l'UEMOA. Sanouan Christine Koulibaly. Cette cérémonie marque le point de départ de deux manifestations culturelles de la ville de Sia. Le Salon international du livre de jeunesse et de la littérature orale de Bobo Silob, 4e du chant, et le Festival international de conte Yélène qui est à sa 17e édition. Deux manifestations qui ont pour dénominateur commun la promotion, la valorisation et la pérennisation de l'oralité et les arts du récit. Cette année, l'intégration des peuples à travers la culture est le maître mot du festival Yélène. On parle beaucoup d'intégration économique entre nos populations, ce qui est une bonne chose, mais l'intégration économique ne sera possible que si nos peuples on se connaît mieux et qu'on essaye d'intégrer nos valeurs culturelles et artistiques. Nous allons soutenir ce festival parce que ce festival participe à l'éducation des enfants, parce que c'est un festival de contes et de l'oralité. Le thème c'est Conte-moi chez toi. Et nous c'est Conte-moi chez toi, c'est parler de l'homme, l'origine de l'homme, l'origine de la femme, quelle est la différence, comment on s'est rencontrés, quels sont les facteurs de rassemblement. Des festivaliers des 8 pays de l'UEMOA, de la Guinée équatoriale, de la France, de la Suisse et de l'Espagne vont chacun compter chez lui, pendant que les tout petits seront amenés à découvrir ou à redécouvrir l'image de la femme dans les contes, les légendes et les épopées à travers le silobe. Et la présente édition mène la réflexion sur le rôle et la place de la femme dans l'éducation des enfants. C'est vrai que la femme est au centre, je pense, au Burkina, en Afrique et dans le monde, au centre de l'éducation à la fois des enfants mais aussi de la construction de politique des nations. Et de ce fait, j'ai voulu aussi, de par ma présence, marquer mon soutien à la liberté des femmes au niveau international et au fait qu'on doit soutenir leur sensibilité pour qu'elles puissent être tranquillement capables d'apporter ce dont elles ont envie, ce dont elles doivent amener aux enfants. Soirée de contes dans des concessions familiales et sur scène, des concerts mais aussi des expositions sont les grandes articulations de ces deux manifestations. En parallèle se tiendra un colloque international sur l'art du récit comme facteur de développement de nos sociétés. Le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou propose au public une nouvelle pièce intitulée L'héritage. La scène parle de la famille africaine et européenne. Elle est jouée par des comédiens burkinabés et suisses. Le reportage, suivez ce reportage. Mon anniversaire, tu ne m'as rien donné comme cadeau, même pas une petite fleur. L'héritage, une pièce de théâtre mise en scène au Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, Sito. Elle met en exergue deux vies de famille, la famille africaine et celle européenne. Une pièce qui interpelle à plus de cohésion familiale. Ça m'a toujours intéressé, la famille. Et comme ça, on a fait des recherches avec les Africains et les Européens, les acteurs. Et puis, on les a mélangés.
d'une façon naturellement aussi. Pour moi, c'est important le travail entre les cultures interculturelles. Moi, je trouve ça très intéressant et important. J'étais dans une école des enfants de 15 ans, des jeunes. On les a demandé qu'est-ce que vous connaissez de l'Afrique. Ils ont dit je connais Marrakech. Marrakech. Ils ne connaissent rien, pas un nom. J'étais vraiment étonné. Cette nouvelle pièce est une coproduction suisse-burkinabé. Un brassage culturel dont l'idée remonte en juin 2013. Dans cette pièce, on parle de la famille. Donc tous les problèmes de famille. C'est pour dire que souvent nous nous lançons dans des activités et on oublie notre famille. Et donc ici on amène les gens à comprendre qu'il faut que la famille se soude davantage et qu'on laisse les préjugés. Parce que souvent on dit chez les blancs c'est comme ça, chez les noirs c'est comme ça, chacun commence à dénigrer l'autre. Alors qu'en réalité on a les mêmes réalités, on a les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Pourquoi ne pas mettre les choses ensemble pour avancer? Après ce spectacle, les amoureux du théâtre pourront revoir cette pièce aussitôt jusqu'au 11 janvier prochain. Cette triste nouvelle avant de nous quitter, la télévision est pleurée par la disparition d'un de ses anciens journalistes, Simon Ilboudo, journaliste émérite de la Volta Vision. Il a présenté le journal à la radio et à la télévision avant de diriger l'institution radio-télévision entre 1977 et 1978. Ses collègues retiennent de lui un journaliste d'une très bonne plume. Il travaillait avec méthode et il aura contribué par ses qualités à écrire une page significative de l'histoire de la RTB qui a célébré en août dernier ses 50 ans. La levée de corps est prévue demain à 8h et à son domicile 6 à Paglayiri, suivi de l'absoute à la chapelle du secteur 16 avant l'inhumation au cimetière route de Saponé. Toute notre compassion et nos condoléances à la famille éplorée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.